Négociation pour les Palestiniens. Ce qui se joue ici, colonie après colonie, c'est la conquête de la terre. Aujourd'hui, la Cisjordanie est truffée de ces checkpoints militaires, de ces clôtures, de ces barbelés qui protègent les colonies israéliennes, ici comme celle de Bethel. Il y a 500 000 colons en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Et plus ces colonies se développent, plus l'espace vital des Palestiniens, lui, se réduit. Les frontières de la discorde, c'est un reportage d'Alexis Monchauvet et Sophie Claudet. Mur en béton, clôture grillagée à d'autres endroits. Israël a érigé une séparation physique entre son territoire et la Cisjordanie pour éviter les attentats. Seul problème, le mur empiète largement sur les terres palestiniennes, environ 10% de la Cisjordanie. Des champs, des villages, des communautés entières se retrouvent scindées en deux. À Masra, Hani Hammer vit une situation kafkaïenne. Coincé entre le mur et une colonie israélienne, ce paysan palestinien est coupé du reste de son village. Ici, c'est la colonie. Elle a été construite sur les terres du village, sur les terres de mes proches. Aujourd'hui, les Israéliens nous interdisent d'y aller. Et là, c'est le mur. Avant, j'avais une ferme agricole à cet endroit. Une exploitation commerciale, pas pour ma consommation personnelle. Je gagnais bien ma vie. Quand ils ont fait le mur, ils ont tout détruit. Il y avait des serres en plastique et des entrepôts pour le matériel. J'ai perdu beaucoup dans cette histoire. D'abord mon exploitation, les revenus que j'en tirais. Je dirais que j'ai perdu 150 000 dinars en tout, environ 230 000 $. C'est pas une mince affaire ce mur. Psychologiquement ça me fatigue. Tu te lèves et tu as un mur en pleine figure. Un mur qui t'empêche de voir tes proches, de voir ton village. Tu es tout seul, comme si tu étais en prison. Seul moyen de sortir de chez lui, une petite porte dans la barrière. Il en a obtenu les clés après de longues négociations avec l'armée israélienne. Mais les tracasseries ne s'arrêtent pas là. Les champs d'Hani Hammer sont de l'autre côté de la barrière. C'est en voiture qu'il doit s'y rendre chaque matin à l'aube, un trajet de 45 minutes. Avant la construction du mur, je mettais 15 minutes à pied pour rejoindre mes terres. Et en voiture, pas plus d'une minute. L'armée israélienne contrôle l'accès aux champs des Palestiniens, mais aussi les horaires d'ouverture. 3 fois par jour, pendant un quart d'heure seulement. Et les paysans doivent impérativement avoir un laissez-passer délivré au compte-gouttes par Israël. Vous avez de la chance d'avoir un permis, non? C'est vrai, les gens qui ont un permis ont de la chance. Il y en a beaucoup qui n'obtiennent pas de laissez-passer. Dans son quotidien ponctué d'interdits, Hani Hammer sait qu'il n'est pourtant pas le paysan le plus mal loti. Grâce au permis que lui accorde Israël, il peut encore s'occuper de ses terres. Des milliers de paysans palestiniens doivent aujourd'hui obtenir un permis pour continuer d'accéder à leurs champs de l'autre côté du mur. C'est le cas d'Ali Nofal. Plusieurs fois par mois, il se rend au bureau d'administration civile de Kalkilia, en Cisjordanie, un bureau chargé d'obtenir des permis auprès d'Israël. Mon permis pour le mur, on a des nouvelles? Non, il a été refusé pour des raisons sécuritaires. Refus sécuritaire. Ça fait 2 mois que j'ai demandé un permis pour mon fils et il n'y a toujours pas de réponse. Et lui c'est pareil, il a demandé un permis et toujours pas de réponse. Abou Hassan, le responsable, est chargé de collecter les permis des paysans auprès de l'administration israélienne. Ali Nofal l'attend comme le Messie. Il espère qu'il lui apportera enfin une bonne nouvelle. Les derniers permis que j'ai eus, c'était en septembre 2010 jusqu'à mars, pour 6 mois. Ensuite, ils m'ont donné un permis de février à mai 2011.
Et depuis, plus rien. La saison des olives, c'est fichu pour moi, et dans 20 jours, c'est la saison des goyaves. Écoute, moi-même je n'ai pas obtenu de renouvellement de mon permis. Tu sais bien que les enquêtes sécuritaires, ça prend un peu de temps. Ça ne va jamais vite pour les permis agricoles. En fait, c'est au bon vouloir des Israéliens. Donc il n'y a toujours pas de réponse. Non, jusqu'à maintenant, il n'y a aucune réponse. Les refus de l'administration israélienne s'accumulent sur le bureau d'Abou Hassan. Les raisons invoquées sont parfois surprenantes. Celui-là, par exemple. La surface est trop petite, donc l'obtention de permis n'est pas justifiée. Et on a ici aucune justification à l'obtention d'un permis. Ça veut dire, oublie, t'en as pas besoin. Allez, au revoir. Alors ici c'est pour un paysan qui s'appelle Hussein Aboutara. Le terrain n'est pas complètement derrière le mur. Ça veut dire qu'ils ont étudié la question, le terrain est des deux côtés du mur, et la majorité n'est pas derrière le mur. Donc le paysan n'obtient pas de permis. Avec leur politique, ils font tout pour que les Palestiniens abandonnent leurs terres. Du coup, plein de champs sont en friche, car les paysans renoncent par lassitude. L'arbitraire de la bureaucratie israélienne n'est pourtant pas vraiment innocent. Selon une loi ancienne, un champ laissé en friche plus de 3 ans peut devenir la propriété de l'État hébreu. Toutes les terres d'Ali Nofal sont aujourd'hui derrière cette barrière grillagée. Dans son village, moins de 20% des agriculteurs obtiennent un laissez-passer. La terre n'est pas le seul problème. Israël s'approprie aussi l'eau des Palestiniens, en particulier dans la vallée du Jourdain. Le territoire représente 1/3 de la Cisjordanie, et malgré les apparences, il est très riche en eau. 9000 colons juifs s'y sont implantés et contrôlent la grande majorité du territoire. Ils ont aussi un quasi-monopole sur l'eau pour leur consommation personnelle et pour leurs grandes exploitations agricoles. Exemple flagrant, Bardala. Ce village palestinien vivait de l'agriculture avant l'arrivée des colons en 1967. Aujourd'hui, sa production agricole a chuté de 70%, faute d'eau. L'ancien maire se souvient pourtant d'un village prospère. Voilà très clairement la raison de notre malheur à Bardala. Ce sont ces pompes à eau qui nous ont apporté la pauvreté. Pour construire ça, ils ont fermé 3 de nos puits. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui, nous n'avons presque plus d'agriculture, alors que mon père plantait 7 sortes de pommes. Ça, c'est la raison pour laquelle notre terre aujourd'hui ressemble à un désert. Il n'y a plus d'eau pour l'arroser. Autrefois, une rivière coulait au milieu du village. Mais aujourd'hui, pour boire de l'eau, il faut l'acheter à la compagnie d'eau israélienne. Pour l'agriculture, c'est pareil. On ne peut l'acheter qu'en quantité limitée et ça diminue d'année en année. Si vous voulez savoir où est la terre qui est restée aux Palestiniens et la terre qui a été confisquée par les colons, c'est très simple. Tout ce qui est vert est aux mains des colons, tout ce qui est désertique est à nous, les Palestiniens. Une des populations les plus touchées par le manque d'eau, les Bédouins. Ils ont dû renoncer à l'agriculture et se replier sur l'élevage de brebis et la production de fromage. Problème, ils ont à peine assez d'eau pour leur consommation et pour abreuver leurs bêtes. Les puits aux environs leur sont interdits d'accès. C'est une citerne d'eau. De l'eau pour? De l'eau potable pour nous et pour nos bêtes, car il n'y a pas de point d'eau qui nous soit accessible près d'ici. On doit faire 27 km aller et 27 km retour en tracteur pour acheter 3 mètres cubes d'eau. Pour votre information, le puits qui alimente nos terres n'est qu'à 1 km d'ici, mais il sert uniquement aux colonies et à leurs plantations. Il y a tellement d'eau ici que ça pourrait alimenter toute la région alentour. Mais ils refusent qu'on y accède.
Pourquoi? Ils veulent qu'on parte pour prendre nos terres et y installer des colonies. À 1 kilomètre du campement, la station de pompage israélienne dont les Bédouins ne peuvent pas profiter. Regarde, l'eau est là. Tu l'entends? Ça chante dans nos oreilles. Mais moi et mes enfants, on n'a pas le droit de la boire. Le moteur de la pompe rejette un petit filet d'eau pour éviter la surchauffe. Et de ce filet d'eau naît un miracle. En plein désert. Ici, il y a un peu d'eau et l'herbe pousse. S'il y avait plus d'eau, toute la terre serait verte comme ça. Donc ce n'est pas un désert ici en fait. C'est un désert par manque d'eau. C'est ce que veut Israël avec sa politique. Nous, on a un désert dont on ne peut rien tirer, et eux, ils prennent l'eau et ils en font un paradis. En plus des colons dans la vallée du Jourdain, il y a aussi des zones de tir pour l'armée et des réserves naturelles contrôlées par Israël. Aux Palestiniens, on rationne l'eau et on interdit de construire. Beaucoup se découragent. 300 000 en 1967, ils ne sont plus que 80 000 aujourd'hui. Après la terre et l'eau, l'autre point de friction entre Israéliens et Palestiniens, c'est le sacré. À Hébron, au sud de la Cisjordanie, Abraham, le père du judaïsme, mais aussi un prophète révéré dans l'islam, est enterré avec sa descendance. Fort de cet attachement biblique, des colons se sont installés à Hébron dès 1968, sous haute protection de l'armée israélienne. Entre 600 et 800 vivent aujourd'hui au milieu de 35 000 Palestiniens. La cohabitation est difficile et la ségrégation de règles jusqu'aux rues de la vieille ville où chacun reste de son côté. Vendredi, jour de la prière pour les musulmans et début du Shabbat chez les Juifs. Chacun va prier au même endroit. Si les colons israéliens y arrivent en quelques minutes, c'est un véritable parcours du combattant pour les Palestiniens. Pas assez pourtant pour décourager Hani Al-Azé. Tout est fermé, comme tu peux le voir. Ça, c'est un barrage militaire qui bloque la rue principale. Avant, on mettait 5 minutes pour aller à la mosquée. Maintenant, ça prend environ 30 minutes. Les commerçants ont mis ces tentures ici, car les colons jetaient des pierres d'en haut et personne n'osait sortir. Quand on allait à la mosquée, ils nous jetaient de l'eau, des pierres, du sable. C'est pour ça que les commerçants ont mis des filets ici. La mosquée est coupée en deux ici. Une moitié pour les juifs et une moitié pour les musulmans. De l'autre côté, c'est pour les juifs. Ça n'ouvre que pour les fêtes religieuses. Quand c'est les nôtres, on a toute la mosquée. Et quand c'est leur fête, ils l'ont pour eux. D'un côté de la mosquée, les musulmans. De l'autre, derrière une vitre par balle, les fidèles juifs prient devant la tombe d'Abraham. La division date de 1994, année du massacre d'Hébron. Un colon juif, extrémiste, avait abattu 29 musulmans à l'arme automatique pendant leur prière. Les violences et les humiliations dues à la présence des colons ne s'arrêtent pas aux rues de la ville. Contrairement aux apparences, dans sa propre maison, Hani Al-Azé, sa femme et ses triplés vivent sous tension permanente. Une colonie est installée juste au-dessus de chez eux, et pour la protéger, un poste militaire. Nos fenêtres sont très proches de la colonie. Il y a à peu près 2 mètres entre eux et nous. Quand on avait encore des vitres ici, tous les jours ils lançaient des objets pour les casser. Et le verre tombait dans la nourriture. Finalement, je suis allée voir le comité de réhabilitation d'Hébron pour qu'ils enlèvent les vitres et mettent les volets à la place. Alors c'est sûr, on n'a plus de lumière, on n'a plus de soleil. C'est un peu dur, mais c'est mieux que d'avoir du verre dans la nourriture des enfants. C'est par cet escalier que les soldats montent.
Vous avez le droit de l'utiliser? Jamais de la vie, c'est interdit.